SENACIP, Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, avec pour slogan « Un peuple, une volonté, une nation ». Thème retenu, droits et devoirs des citoyens. Usez de vos droits, faites vos devoirs. Personnalités guinéennes et étrangères, ainsi que de nombreux jeunes, toutes catégories confondues, sont présents dans cette salle de conférence de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les élections en Guinée nécessitent la qualification continue du processus électoral. Les Guinéens ont besoin d'élections pour choisir leurs dirigeants, mais d'élections transparentes et apaisées, porteurs de lendemain de paix et de développement pour leur pays. Il est vital et judicieux de veiller et éviter, par un appel à la responsabilité de toute la classe politique, que l'élection ne soit un poison pour la quiétude et la stabilité sociale, car les Guinéens n'ont pas besoin d'élections engendrant d'insupportables et inacceptables pertes en vie humaine, de blessés et de destruction de biens matériels. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, ces messages, appels et plaidoyers sont ceux que nos équipes constituées de 5642 cadres du département, d'activistes de la société civile, d'administrateurs territoriaux, de nombreux jeunes et femmes épris de paix vont relayer pendant la semaine de la SENACIP sur l'ensemble du pays. Ils se rendront partout pour s'assurer que le message est passé auprès de tout le monde. Ils seront dans les marchés, les écoles, les lieux de culte. Ils approcheront les groupes de jeunes, les groupements et coopératives de femmes, les conseils des sages, abordant des t-shirts et coiffés de casquettes dédiés à la SENACIP. Ils verront à ce que tout le monde admette la nécessité de préserver la paix, la sérénité et la quiétude pendant les votes. Parallèlement, avec nos partenaires que sont les médias, nous mènerons une campagne de sensibilisation de masse pour toucher toutes les entités et toutes les couches, car nous demeurons convaincus, en tant que démocrates, qu'un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil, comme le disait le président américain Abraham Lincoln. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, sur les consultations électorales, il me plaît à l'attention de tous et de chacun de rappeler votre appel solennel et pressant de toujours à un sursaut de conscience citoyenne, de responsabilité patriotique qui sonne comme un choix qui s'impose à tous, à savoir oui au débat, non à l'affrontement. Oui à la compétition, non à la confrontation et à la violence. La préservation des acquis démocratiques, la paix, l'union pour une Guinée émergente et progressiste. C'est l'objectif fondamental du président de la République qui appelle ces jeunes à connaître surtout l'histoire de leur pays, la Guinée. Hier, aujourd'hui, il y a eu deux événements. Hier, nous avons eu le festival. Vous savez, la Première République avait développé sérieusement la culture. Évidemment, vous n'étiez pas né, par 70% de la population guinéenne a moins de 30 ans. Donc, vous n'avez pas connu cette période. C'est pourquoi j'ai dit hier que quel que soit ce qui s'est passé dans un régime, on doit toujours apprécier les aspects positifs et les aspects négatifs. Toute chose, dialectiquement, a un aspect positif et un aspect négatif. Rien n'est négatif à 100%, ni positif à 100%. Donc quand on évalue, on voit est-ce que ce qui est positif l'emporte sur ce qui est négatif ou le contraire. C'est par ça qu'on juge un régime. Mais cela n'empêche pas de reconnaître les aspects positifs. La Première République, donc, a donné une ampleur extrêmement immense à la culture. Et nous avons gagné beaucoup de prix dans des festivals internationaux, notamment à Alger. Parce que la culture est fondamentale. Nous avons eu la chance ou le malheur
de vivre sous la période coloniale. Quand on était à l'école primaire, il y avait ce qu'on appelle le symbole. Quand tu parles ta langue, on te donne ça. Celui qui a le dernier est puni. Pourquoi? Parce qu'en nous empêchant de parler dans notre langue, on voulait nous faire perdre notre culture pour devenir des acculturés. Et c'est pourquoi on répétait nos ancêtres les Gaulois. Vous voyez un petit Africain noir qui dit mes ancêtres les Gaulois. Donc, il est extrêmement important que la jeunesse connaisse l'histoire de son pays. Car c'est adossé au passé, assis sur le présent, qu'on va vers l'avenir. Tant qu'on ne connaît pas son passé, on ne peut pas construire un bel avenir. Donc, le débat politique, lorsque un homme politique est sûr de son programme, il s'adresse à l'intelligence. C'est-à-dire, il essaie de vous expliquer, voilà ce que je vais faire, et vous jugez si c'est bon ou pas, quand il a un programme. Donc, il s'adresse à ce qui est objectif, ce qui vous permet de réfléchir et de faire un bon choix. Mais quand il n'a pas un bon programme politique, il s'adresse au subjectif. C'est quoi? La religion, la race. Il va dire, il faut voter pour moi parce que nous sommes musulmans. Il faut voter pour moi parce que nous sommes catholiques. Il faut voter pour moi parce que nous sommes protestants. Ou bien il faut voter pour moi parce que nous sommes malinqués, ou peu, etc. Ça, ce n'est pas de la politique. Parce que la politique, c'est définir des objectifs que le peuple voit et que le peuple peut juger si ces objectifs que vous avez définis, pour lesquels ils ont voté pour vous, ont été atteints. S'ils ont été atteints, ils continuent à vous faire confiance. S'ils n'ont pas été atteints, ils vous tournent le dos. Malheureusement, en Afrique, très souvent, particulièrement en Guinée, on utilise beaucoup des arguments subjectifs. Donc, on ne permet pas aux gens de réfléchir. C'est très grave parce que la population guinéenne est très jeune. C'est pourquoi j'incite la jeunesse à connaître l'histoire de son pays. Quand il a affaire à des hommes politiques, qui sachent qui a fait quoi. Parce que si quelqu'un a géré, il faut voir comment il a géré avant de dire de nous gérer. S'il a très bien géré, dites oui, tu as très bien géré si tu reviens. S'il a mal géré, mais il revient aussi à nous d'indiquer aux jeunes aussi quelle a été la gestion de tel ou tel. Il faut que les jeunes choisissent en bonne connaissance de cause. Parce que la jeunesse, nous allons vous laisser. Mais quel pays nous allons vous laisser? Est-ce que nous allons vous laisser un pays où les gens s'attachent aux valeurs réelles, qui est la transformation de la vie? Et enfin, une politique qui sert à ce que les richesses nationales permettent l'émergence et l'émancipation des peuples. Tout le monde dit que la Guinée est un pays riche. On disait même que nous sommes un scandale géologique, ce qui est vrai. Il faut que la jeunesse se pose la question, comment ça se fait qu'un pays aussi riche soit aussi arriéré économiquement? Si Dieu vous donne des richesses, c'est vous à les transformer. Mais si les richesses ne sont pas transformées, c'est la faute des hommes. Donc la première question que la jeunesse doit se poser, pourquoi notre pays, qui était de toutes les colonies françaises, le pays qui avait le plus de potentialité, n'est pas aujourd'hui le premier? Mais pour cela, il faut que vous connaissiez l'histoire. Souvent, je recommande aux gens de lire le programme du gouverneur Roland Pré, qui a été fait en 1952, qui avait bien défini quel devait être l'avenir de la Guinée. D'ailleurs, ça s'appelle l'avenir de la Guinée. Ça permet de savoir qu'est-ce que les colons voulaient faire de la Guinée à cause des richesses dont nous disposions. Mais malheureusement, très souvent, les jeunes ne s'intéressent pas à l'histoire. Mais sans l'histoire, on devient aveugle. C'est la connaissance de l'histoire qui permet d'être fier de son pays, d'être fier de sa citoyenneté. Je dis souvent aux Guinéens que l'Ebola a été un grand malheur pour nous, mais aussi une chance, pour deux raisons. La première, l'Ebola nous a fait souffrir quand notre système médical était faible. À cause de l'Ebola,
nous avons été amenés à considérablement transformer notre système de santé. Parce que l'Ebola a montré que les gens, si on les déplace, ça crée beaucoup de problèmes psychologiques. Donc il faut que les gens, il faut qu'ils aient des soins de santé pas trop loin de chez eux afin que leur famille puisse rendre visite. La deuxième chose, c'est quand il y a eu l'Ebola, certains de nos voisins ont formé les frontières. Mais quand vous êtes à la frontière, on ne vous demande pas si vous êtes Peul, Malinké, Guézé ou Thomas. Vous êtes Guinéen, on vous refoule. Par contre, le Malinké ou le Peul qui vient du Mali, il passe. Donc, ça devait faire réfléchir les Guinéens. Ça veut dire qu'avant qu'on s'appelle Malinké, Soussou, Guézé ou Thomas, on a d'abord Guinéen, la carte d'identité. La troisième leçon que ça nous a amené, c'est qu'il est nécessaire de transformer nos produits localement. Je vous donne tous les exemples de pommes de terre. On produit beaucoup de pommes de terre à Timimandina, à Labé, à Mali, etc. Mais comme les Guinéens, on a hérité d'un mauvais système alimentaire. Le matin, on mange du riz, à midi, on mange du riz, le soir, on mange du riz. On ne va pas manger de pommes de terre. Donc, ces pommes de terre étaient vendues au Sénégal. Quand ils ont fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Ce qui fait que tout le travail que ces braves femmes ont abattu pendant une année était totalement détruit. Donc, ça nous a appris que nous ne devons plus vendre nos produits frais, mais nous devons les transformer localement. Ce qu'on appelle l'agro-business et la chaîne de valeur. Cultiver, transformer, transporter et commercialiser. Donc, comme disait un grand homme politique, vous savez, moi, je ne lirai pas mon passé. Je suis un ancien maoïste et je n'en ai pas honte et je reste toujours maoïste. Le président Mao disait, une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. Donc, l'Ebola qui était une mauvaise chose s'est transformé en une bonne chose. Mais disait une chose aussi très importante que vous devez apprendre. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Ça veut dire, avant de parler, faites d'abord des enquêtes pour savoir réellement quelle est la situation réelle. C'est ça qui vous permet de parler de façon claire, objective, et non pas de façon subjective. Malheureusement, très souvent, vous ne faites pas d'enquête. Mais vous êtes des intellectuels. Vous avez un avantage aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies vous permettent aujourd'hui de connaître n'importe quelle histoire. Il suffit seulement d'aller sur votre téléphone, de taper Égypte, ceci, vous avez toute histoire qui découle. Donc, vous avez la chance que nous, on n'avait pas, parce qu'il n'y avait pas cette nouvelle technologie. Dernièrement, j'étais à Abu Dhabi. Il y a un Américain qui m'a montré, prends ta photo, et toutes les photos que tu as eues de ta vie ressortent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des applications de la nouvelle technologie qui deviennent extrêmement graves, parce qu'on ne peut rien cacher. Il vous prend votre photo, et maintenant vous regardez toutes les photos qui dans votre vie apparaissent. Vous voyez? Donc, évidemment, je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir ces applications? Il me dit, ça ne fait que 1% de ce que nous pouvons faire. Il m'a dit aussi, nous pouvons savoir que quelqu'un a le palu uniquement en écoutant au téléphone. Nous avons fait l'expérience en Afrique du Sud. J'ai dit, mais je vous invite en Guinée parce que nous avons le palu. Donc, il va venir en Guinée. Est-ce que vous avez des bons rapports de ça? J'ai dit oui. Donc, je peux vous donner quelques applications. Donc, vous avez la chance aujourd'hui qu'avec une nouvelle technologie, si vous voulez vous informer sur la Guinée ou sur n'importe quel pays, vous pouvez avoir l'information exacte, il suffit seulement que vous allez. Vous avez cette chance. Mais malheureusement, vous ne l'utilisez pas beaucoup. Même avec votre téléphone, avec le smartphone, vous pouvez avoir toutes les informations. Donc, aujourd'hui, je dis que les jeunes Africains n'ont rien à envier aux jeunes occidentaux. Ce que les jeunes Guinéens sont capables. Vous avez vu l'exemple de Keïta, que j'ai amené avec moi aux États-Unis, qui a aujourd'hui fait inventer quelque chose pour les santé que même les Américains achètent. Donc ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez devenir autonome. Vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire, mais vous pouvez être votre propre maître grâce aux start-up. Vous avez cette chance. Mais malheureusement, je sais que très souvent, vous ne l'utilisez pas. Soit par paresse, je ne peux pas dire ignorance. Parce que vous êtes quand même, aujourd'hui, on a un monde unipolaire.
vous savez, à la minute près, en même temps que ceux qui sont en Malaisie, ce qui se passe en Malaisie. Et pourtant, lorsque, en 2010, je disais à Zéro Corée que, en développant notre enseignement, un étudiant qui est à Conakry peut suivre les cours à Washington en même temps que les gens de Washington. On dit, oh, c'est faux, président. J'ai pris un exemple simple. J'ai dit, mais quand Barcelone joue contre le Real de Barcelone à Barcelone, est-ce que vous ne regardez pas les matchs en même temps qu'ils sont en Espagne? On dit, ah oui, président, c'est vrai. Donc vous avez toutes les chances aujourd'hui d'avoir accès au savoir grâce aux nouvelles technologies. J'étais depuis 3 jours avec le gouverneur de Kaduna, M. Rufai, parce qu'il a été ministre du président Obasanjo pendant 8 ans, ministre de privatisation. Et c'est grâce à sa politique, aujourd'hui nous avons de grands hommes d'affaires comme Dangote et autres, etc. Qu'est-ce que le Nigeria a fait? Quand ils sont venus, toute l'économie était aux mains des étrangers. Ils ont fait une loi pour dire que toutes les sociétés doivent donner 40% des actions aux nationaux. Et la Banque centrale accompagne ces nationaux. Vous voyez aujourd'hui que le Nigeria a de grands hommes d'affaires. On dit que Dangote est l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique. Mais c'est parce qu'il y a eu cette politique. Et donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui utilise les nouvelles technologies. Demandez comment est l'état du Kaduna aujourd'hui au Nigeria. Donc il est extrêmement important que nous échangions avec ceux qui ont aussi appliqué ces nouvelles technologies pour transformer leur pays. Ça veut dire que chacun de vous peut transformer sa vie et transformer la vie de sa nation. Pourquoi nous avons développé la fibre optique? C'est que nous voulons que le jeune qui est à Youmou ait les mêmes avantages qu'un jeune qui est à Conakry. Ça veut dire qu'il ait accès à toutes les nouvelles technologies grâce à la fibre optique. Au fur et à mesure où les gens apprennent, on peut de moins en moins les tromper. Donc, si vous êtes éclairé, on ne peut pas vous tromper. On ne peut pas vous imposer une dictature. Mais cela suppose donc que vous vous informez bien. Vous devez savoir que la force d'un peuple, c'est d'abord la solidarité dans ce peuple. Moi, j'ai été frappé. L'Iran avait une armée très forte, une aviation très forte. Mais quand il y a eu la révolution, tous les pilotes étaient en prison. L'Irak, ça allait être une simple marche triomphale. Mais les pilotes qui étaient en prison ont demandé à sortir de la prison pour aller directement sur les avions. Alors que les Irakiens pensaient que les avions étaient à terre, les pilotes sont partis de la prison directement se battre sur le champ. C'est ça l'amour de son pays, le nationalisme. Et vous avez vu que l'Irak n'a pas pu vaincre l'Iran. Notre armée aussi, je ne sais pas si vous avez écouté les articles de Jean-Clément Bollet, qui nous a aidé à transformer l'armée. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre armée. Kidal, c'est le président Idriss Déby qui a créé Kidal le premier, ses forces spéciales. Les Français lui ont demandé, il faut recevoir nos amis. Il a dit qui? Des Touaregs. Il a dit non. Il a donné le droit à ses troupes s'ils viennent tirer sur eux. Les Français se mettent avec les Touaregs. Il a quitté Kidal. Donc Kidal était vide. Personne ne voulait aller. Mais nous n'oublions pas nos rapports avec le Mali. On n'a plus de frontière avec le Mali qu'avec n'importe quel pays. Mais quand il y a eu l'Ebola, le Mali n'a jamais informé les frontières. Jamais. Donc, bien que nous ne soyons pas du désert, parce que Kidal c'est le désert, Idriss Déby peut se battre là-bas, nous avons décidé d'envoyer nos troupes à Kidal. La règle des Nations Unies, c'est tournant. Mais nous sommes à Kidal depuis 2014 et personne ne veut nous remplacer. Pourtant, nous sommes à Kidal. Et nous sommes aujourd'hui au 6e bataillon Gangan. Donc, l'armée d'hier et l'armée d'aujourd'hui n'a rien à voir. Mais ça aussi, il faut que vous lisiez, que vous appreniez. Vous avez la chance. C'est la communauté internationale qui l'a accompagné pour transformer l'armée. Donc, ce que je vous demande, apprenez l'histoire de votre pays. Apprenez l'histoire des hommes. Apprenez comment le pays a été géré. Quelle était la responsabilité. Le président Conte disait, moi je ne sais pas,
je suis militaire. Vous, les technocrates, faites ce qui est bien pour le pays. Moi, je m'occupe de l'armée et de protéger les frontières. Donc, on ne peut pas rendre le président le point responsable si la Guinée a été mal gérée. Il a laissé tous les pouvoirs, lui, s'occuper de l'armée et de faire en sorte que nos frontières ne soient pas attaquées. Alors, posons-nous la question, pourquoi la Guinée a été si en retard? Qui est responsable? Mais si vous ne posez pas cette question, n'importe quel vendeur d'illusions peut venir vous vendre ces illusions. Et demain, vous vous réveillez groggy. Vous dites, ah, si je savais. Mais il ne faut pas attendre de savoir si je savais. Il faut empêcher de dire si je savais. Voilà ce que je conseille aux jeunes Guinéens. La jeunesse a toujours raison, ce que j'ai toujours dit. Et les transformations dans les pays, c'est toujours la jeunesse. Vous n'avez qu'à voir dans tous les pays, quand il y a des mouvements, les mouvements partent d'abord des universités, parce que les étudiants ayant accès au savoir sont les premiers à s'opposer aux injustices. Mais faudrait-il que ces étudiants se donnent la peine? Vous devez être vaccinés contre l'ethnocentrisme. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, ce dont vous avez besoin, c'est le développement de votre pays. Quel est le grand problème de l'Afrique aujourd'hui? C'est l'emploi jeune. C'est l'emploi jeune. Pourquoi nos enfants vont devenir esclaves en Libye ou mourir dans les eaux de la Méditerranée? S'ils pouvaient trouver ce dont ils rêvent en Europe, qui n'est qu'un rêve, s'ils pouvaient trouver une partie de ça chez eux, pourquoi ils vont immigrer? Donc, il est extrêmement important que vous ouvrez les yeux quand des hommes politiques vous parlent, savoir qu'est-ce qu'ils vous proposent. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Si pendant 10 ans tu n'as pas fait telle chose, comment tu vas le faire après? Mais, et la solidarité. Partout où vous allez, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre carte d'identité guinéenne. Donc, il faut que les Guinéens soient solidaires. Si on n'est pas solidaire, si on ne se donne pas la main, nous serons les derniers. Parce que si les autres se donnent la main, ils iront plus vite que la Guinée. La Guinée a une histoire particulière, très particulière. Pourquoi? Nous avons été les seuls à voter non en 1958. Et le nationalisme est ancré en Guinée. Donc la Guinée a une histoire particulière dont on devait être fier. Parce que ce n'est pas Sékou Touré seulement. Et puis, pourquoi j'ai consacré le 60e anniversaire au panafricanisme? Parce que quand on vous parle d'indépendance, on dit Sékou Touré. Mais Sékou Touré n'a pas été seul. Sans Diaoundou, sans Barry III, nous aurions eu des problèmes. Il a fallu que Barry III et Diaoundou, qui étaient du PRA, refusent les propositions des Français, les propositions de l'argent pour voter non, pour faire l'unité et que tous les hommes politiques appellent à voter oui. Seule la Guinée a pu prendre l'indépendance comme un seul homme. Alors si les Guinéens de cette période, malgré la diversité politique, ont pu voter comme un seul homme et se battre pour que leur pays se relève. Nous avons voté le 28 septembre. Le 29, De Gaulle a fait partir tous les fonctionnaires français. Demandez à Dr Bakaba. Il y avait un seul médecin guinéen, c'était lui. Un seul. Donc la Guinée s'est trouvée sans aucun cadre, vide. Tous les cadres français sont partis. Plus grave, nous avons à Kindia, où on fabriquait les vaccins pour les morsures de serpents les plus dangereux. Mais les gens ont ouvert les cages. Beaucoup de gens sont morts de morsures de serpents. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas connaître le fondement du nation guinéen. Si vous ne savez pas dans quelle situation la Guinée se trouvait en 1958, comment on a voulu nous isoler, nous écraser afin qu'on échoue. Mais la France n'a pas été seule. Vous devez connaître l'histoire. Et les Guinéens doivent être fiers de leur histoire. Parce que nous avons osé dire non et nous n'avons pas été écrasés, nous avons tenu. C'est là extrêmement important. Donc, si on dit que les Guinéens sont nationalistes, ce n'est pas tombé du ciel. C'est notre histoire. Et le nationalisme va dire aussi que nous nous donnons la main. Que quand il y a des épreuves, nous marchons comme un seul homme. Et qu'on ne se divise pas. Surtout la jeunesse. La jeunesse doit se préoccuper de qu'est-ce que mon pays va devenir.
Est-ce que nous allons être les derniers et nous allons nous battre pour être les premiers en Afrique? Voilà ce qui doit être votre ambition. Pour cela, il faut que vous maîtrisez le savoir, que vous maîtrisez votre histoire et l'histoire du monde et l'histoire de l'Afrique. C'est ça qui peut vous permettre d'être des citoyens qui peuvent transformer ce pays. Mais si vous laissez gangréner par le virus de l'ethnocentrisme, la Guinée n'ira nulle part. Nous avons été ici opposants. Il y avait Baba Mamadou, Peul, Séla du Peul, Jamalou Doré de Lola, moi, etc. Mais vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu des massacres, etc. Et pendant tout le temps, nous avons été opposants, Baba Mamadou, Séla et moi. Vous n'avez jamais entendu qu'on a cassé un véhicule, donc on a cassé une moto, à plus forte une maison. La politique, c'est un combat d'idées. En présentant des idées devant le peuple, son programme et le peuple choisit. La politique, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas menacer les gens. Alors, la jeunesse ne doit pas se laisser enfermer dans ce carcan. Pour cela, ils n'ont pas besoin d'écouter X, Y. Ils n'ont qu'à seulement essayer de connaître l'histoire de leur pays, savoir qui est qui, et se déterminer en fonction de cela. Et savoir aussi que si nous ne sommes pas unis, la Guinée n'ira nulle part. Si nous ne sommes pas unis et solidaires, la Guinée n'ira nulle part. Personne ne viendra développer la Guinée à la place des Guinéens. Seuls les Guinéens peuvent développer la Guinée. Donc il est extrêmement important que vous sachiez faire de l'Afrique, que vous sachiez faire de la Guinée. Mais pour cela, apprenez l'histoire de la Guinée, apprenez l'histoire de l'Afrique. Je terminerai en vous disant qu'au Moyen-Âge, il n'y avait plus de livres à Tombouctou qu'à la Bibliothèque nationale de France. Ça veut dire que l'Afrique n'était pas en retard. C'est l'esclavage et le colonialisme qui nous mis en retard. Pendant une semaine, ces jeunes seront à travers le pays pour échanger avec les citoyennes et citoyens sur la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Le tout dans le but de bâtir une Guinée unie et forte, débarrassée surtout des considérations ethniques, régionalistes et communautaristes.